c'est moi exceptionnellement que vous retrouverez pour la rubrique L'invité du jour. Mais avant, je vous présente le sommaire de cette émission. Pour notre rubrique Job et Éducation, nous parlerons du droit au travail des personnes en situation de handicap. Nous avons suivi un jeune handicapé en province Nord. Ensuite, comment limiter sa consommation d'eau en sachant qu'en province Nord, l'eau est une ressource rare. On en parle dans notre rubrique C'est citoyen avec Falaï. Et enfin, donc pour notre rubrique Fin bon, Davina viendra nous présenter la recette de la crêpe vietnamienne. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Béatrice Monnier, bonjour. Bonjour Élise. Alors vous êtes la présidente de l'association Les Petits Possements du Cœur, donc on est là aujourd'hui pour parler de l'association et des actions. On a eu l'occasion de vous recevoir l'an dernier, donc je vous réinvite notamment pour la semaine spéciale droit et conseils pratiques, donc on restera sur bien sûr le droit des enfants à passer également de bonnes fêtes comme tous les autres enfants. Alors rappelez-nous pourquoi avoir créé cette association. Alors cette association a été créée par du personnel soignant du service de pédiatrie de Magenta et dans le but en fait d'améliorer la vie, l'ordinaire des enfants hospitalisés ou suivis par le service. Voilà. Alors on a pu suivre sur votre site qu'il y avait eu des activités quand même qui se sont passées au mois de décembre. Alors qu'est-ce que vous avez réellement fait pour les enfants? Alors à la fin du mois de décembre, c'est vrai que pour la Noël, nous avons organisé le buffet de Noël comme chaque année, donc ça fait la 4e fois. Nous proposons un buffet de Noël aux enfants hospitalisés le jour de Noël, donc le 25, et également aux parents. Et donc cette année, nous avons pu proposer ce buffet avec le soutien de l'association Disciples d'Escoffier qui nous accompagne depuis l'année dernière et qui nous ont permis en fait d'étoffer le buffet avec du saumon, des crevettes, enfin vraiment un buffet droit. Alors pour organiser justement ces actions et notamment ce buffet par exemple, il faut un certain budget. Alors comment vous vous organisez ? Alors il y a eu beaucoup de partenariats cette année, donc on a eu de la chance vraiment d'être soutenu par différents organismes, souvent des organismes privés, donc en l'occurrence des associations. Au tout départ au début on a eu les Miss, l'élection des Miss Calédonie, donc la présidente du comité Miss Calédonie qui nous a permis d'avoir un partenariat donc avec cet organisme. Et donc ça nous a permis d'avoir également de l'argent. Il y a eu également des associations comme les motards, mais les disciples d'Escoffier avec leur dîner des piqûres qui nous a permis d'avoir suffisamment de fonds pour obtenir du matériel informatique pour les enfants. Et ce matériel va nous suivre donc au Medipôle de Koutio, dans le nouveau service de pédiatrie. Après, différentes associations comme Crescendo qui a fait un spectacle pendant 3 soirées au théâtre de Lille et qui a pu récolter de l'argent et cet argent va nous permettre de mettre en place des actions au mois de janvier. Après des associations comme les Acharnés du Pacifique. Enfin, on a été vraiment énormément gâtés cette année par de différents partenariats et ça nous a permis de mettre en place des sorties, d'acheter des jeux pour les enfants et donc également d'organiser le buffet de Noël. Et on peut également rappeler que cette association est gérée par le personnel du service de pédiatrie de l'hôpital de Magenta. Comment vous vous organisez entre votre travail et le travail de cette association? Alors on essaye donc en dehors du travail de trouver du temps pour justement proposer des activités aux enfants, pour essayer de développer des partenariats comme je vous disais et donc le fait d'être au plus près des enfants ça nous permet aussi d'essayer de savoir un peu, de connaître un peu les goûts des enfants et de mettre en place des actions. Voilà. Et le but c'est également justement de donner ce droit parce que à l'enfant de pouvoir s'amuser comme les autres enfants parce que c'est pas le cas dans tous les pays et même dans toutes les familles. Je pense que c'est pas parce qu'un enfant est malade qu'il n'a pas le droit de garder son âme d'enfant. Donc tout enfant malade reste un enfant et donc a besoin de s'amuser, de sourire, de jouer, de rêver. Donc à travers nos actions, nous essayons également de réaliser des rêves, d'organiser des sorties pour les enfants,
également de mettre en place des actions au sein du service, donc c'est-à-dire de faire intervenir des artistes au sein du service. Et ça permet voilà, de redonner un peu le sourire aux enfants et aux parents également. Effectivement, parce que vous organisez en fait vos actions avec les parents, c'est ça, au sein de l'hôpital? Alors quand ça peut se faire avec les parents, quand c'est au sein de l'hôpital, donc les parents sont présents et ils en profitent aussi, mais de toute façon lorsqu'on organise aussi des sorties, on invite les parents à nous accompagner avec les enfants quand ils peuvent. On a pu voir également qu'il y a eu les pompiers de Dimbéa, par exemple, vous n'étiez pas là, mais qui sont venus distribuer des cadeaux au sein de l'hôpital. Il y a eu un don de 300 000 francs. Il y a beaucoup de dons comme ça l'année qui viennent, qu'on vous apporte à l'association. Alors beaucoup, je ne dirais pas beaucoup, mais de toute façon, même un seul don nous comble de joie. Donc c'est vrai que les pompiers de Dimbéa ont été extrêmement généreux avec nous. Et donc ce don de 300 000 francs, nous allons donc l'utiliser, en tout cas dans nos actions, et essayer de pérenniser les interventions des artistes dans le service. Voilà. Et je vous parlais aussi du don de l'association Crescendo, qui a été très intéressant. En tout cas, cette association a été très généreuse et le spectacle a été magnifique, hein, et on a pu l'apprécier. Et ce don nous permet, en fait, va nous permettre en tout cas de mettre en place un projet qui commence d'ailleurs aujourd'hui, hein, un tour du monde dans le service de pédiatrie. Et donc chaque semaine nous allons traverser donc un continent et proposer aux enfants donc différents pays de ces continents, et voilà, des dégustations, qu'ils apprennent des choses sur chaque pays, voilà. Donc c'est le don de l'association Crescendo qui nous permettra de faire ça. D'accord. Alors quels sont les projets vraiment de l'association, à part justement ce qui va se passer au mois de janvier avec ce tour du monde? Est-ce que vous avez d'autres projets avec les enfants ou avec l'hôpital? Alors le projet, en tout cas les projets de l'association, c'est toujours donc de prévoir des sorties pour les enfants, donc que ce soit des enfants hospitalisés ou en tout cas suivis par le service de pédiatrie, donc des enfants qui ont des maladies chroniques. Donc on les appelle et on leur propose des sorties diverses. Donc voilà, c'est également de faire intervenir, comme je vous ai dit, des artistes au sein du service. Mais là pour l'instant c'est ponctuel, et avec les dons qu'on a eus, ça nous permettra de pérenniser en fait ces interventions tout au long de l'année. En tout cas on espère pouvoir pérenniser certaines actions. Après il est clair qu'on cherche encore des bénévoles, donc pour nous donner des coups de main, et en plus si ces bénévoles-là ont des compétences artistiques ou autres, nous sommes vraiment preneurs. Voilà. Alors vous avez parlé de maladies tout à l'heure, quelles sont les pathologies qui reviennent souvent avec les enfants, enfin concernant les enfants? Alors, le service de pédiatrie, c'est le seul service du territoire. Donc, du coup, c'est un service qui accueille tous les enfants du pays, mais aussi du Vanuatu et de Wallis et Futuna. Donc, il y a toutes sortes de pathologies au sein du service. Hein. Ça peut aller d'une fracture, comme ça peut malheureusement, on peut malheureusement recevoir aussi des enfants avec des maladies graves, comme des cancers, comme des maladies génétiques. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que souvent les actions qui ont été menées par l'association aident, on va dire, en gros, à la guérison de ces enfants? Alors, je ne sais pas si ça aide à la guérison, mais en tout cas, je pense que ça aide, ça leur apporte du bien-être. Enfin, on espère leur apporter un sourire, du bonheur, et évidemment, le fait d'être heureux, je pense que ça participe à cette guérison. Est-ce que les parents souvent sont demandeurs? Les parents sont heureux à partir du moment où voilà, leur enfant est pris en charge globalement au sein du service au niveau des soins physiques, et donc du coup l'association apporte ce petit plus, et évidemment ça rend le sourire aux enfants, donc forcément les parents sont heureux également. Alors si les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui souhaitent faire un don ou souhaitent vous appeler, où est-ce qu'ils peuvent justement faire ce don-là, où est-ce qu'ils peuvent vous appeler? Alors, si effectivement vous souhaitez nous faire un don, vous pouvez donc appeler le service de pédiatrie, vous adresser donc à Alice qui est notre secrétaire, Madame Onakoko, donc au 25 66 66, et vous la demandez au numéro le 11 78. Sinon, l'association a un numéro de téléphone, donc qui a changé, donc c'est le 94 66 77. Voilà. Donc, donc si vous appelez ce numéro et quelqu'un vous répondra. Alors pour terminer réellement cet entretien, un petit message à passer aux parents, à la population qui nous regarde aujourd'hui par rapport aux actions que vous menez aujourd'hui. Alors
Je souhaiterais en tout cas remercier l'ensemble de la population des îles et de la Grande Terre pour en fait sa générosité, parce que si nous sommes là encore aujourd'hui, au bout de 3 ans, c'est que voilà, on a pu être soutenu par la population, par les dons qu'on nous a fait, par toutes les associations qui nous ont aidés. Et merci à vous, et j'espère qu'on pourra continuer notre chemin ensemble. Et à savoir que vous êtes situé à Magenta. Oui, voilà, Magenta. Donc au CHC de Magenta, donc au 2e étage, dans le service de pédiatrie, et bientôt, dans la fin de l'année, au Medipôle. Béatrice Mounier, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, Élise. Voilà, donc merci de votre attention. Quant à moi, je vous laisse en compagnie de Chloé et ses chroniqueurs. Changeons de regard concernant les personnes en situation de handicap qui peuvent travailler. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Chloé et bonjour à vous chers téléspectateurs. Alors comment faire pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ? Alors aujourd'hui Chloé, il se trouve qu'il existe des dispositifs qui sont mis en place suite au vote à l'unanimité au Congrès donc de 2 lois du pays. Alors il s'agit donc de la loi du pays du 7 janvier 2009. Alors que disent ces 2 lois ? Alors, elle structure bien évidemment, tu t'en doutes bien, le droit des personnes handicapées. Alors l'une précise le régime d'aide à la dépendance et l'autre cadre l'obligation donc des travailleurs handicapés à l'emploi. Ce qui signifie que les entreprises se doivent d'accueillir des travailleurs handicapés. Exactement. Et voici comment tout cela s'organise, Chloé. Le dispositif, si tu veux, il s'appuie donc sur une méthode des quotas et concerne les entreprises de plus de 20 salariés, secteur privé et secteur public. Alors ces obligations, si tu veux, elles concernent 3 choses. Il y a premièrement le recrutement donc des travailleurs en situation de handicap à hauteur de 2,5% des effectifs. Ensuite, il y a donc la possibilité plutôt de passer des contrats avec des établissements du milieu protégé. Alors ça peut être par exemple, comme exemple d'établissement, le centre d'aide par le travail. Et ensuite, il y a aussi le versement d'une contribution financière qui est calculée, si tu veux, en fonction donc du nombre de salariés dans l'entreprise. D'accord, et elle représente combien exactement cette contribution financière ? Alors, il faut savoir que cette contribution financière, en fait, se base sur une modalité de calcul. Donc, pour une entreprise, si tu veux, de moins de 100 salariés, il faut compter 400 fois le taux horaire du SMG, ce qui représente environ la somme de 360 000 francs. Pour une entreprise de plus de 100 salariés, il faut compter donc 500 fois le taux horaire du SMG, ce qui représente donc la somme de 450 000 francs. Alors, il faut savoir que ces contributions ont permis jusqu'à présent donc la création d'un fonds en fait pour l'insertion professionnelle qui est donc géré par le Conseil pour le handicap et la dépendance. C'est bien, mais il sert à quoi alors ce fonds d'insertion professionnelle ? Alors justement, il est très utile puisqu'il va permettre en fait de financer, si tu veux, des aides pour les entreprises qui accueilleraient des travailleurs handicapés et qui auraient besoin d'aménager par exemple un poste de travail ou de créer un accès spécifique à la société pour permettre la mobilité du travailleur handicapé. Et donc si tu veux, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment un travailleur handicapé se comporte ou en tout cas travaille en entreprise. Donc moi je te propose qu'on en rencontre un du côté de Koné. Aurélie Chiron a fait sa connaissance pour vous, chers téléspectateurs. On regarde son reportage. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route. Didier, c'est notre, ce qu'on appelle les commis de salle. Donc il s'occupe effectivement d'accueillir les clients, de les installer à table, de leur servir, de leur demander s'ils veulent boire quelque chose ou manger quelque chose. Et à partir de là, effectivement, entretenir le service jusqu'à la fin, jusqu'à qu'ils en finissent. Tous les gens le connaissent. Ils arrivent ici, ils connaissent qui c'est Didier. Lui aussi, il connaît les gens, les élus, les gens qui travaillent dans nos collectivités, les clients locaux. Devenir fou, oui, une vie de route.
Un hamburger frites et un poisson grillé légumes. Pas de sauce, Non. Mon fils est handicapé à 70%. Et maintenant qu'il a grandi, je suis contente parce que malgré cet handicap, il a réussi à vivre une vie comme tout être humain, c'est-à-dire d'avoir un travail, une femme, et il peut faire tout ce qu'un être humain peut faire, même avec son handicap. Didier à l'hôtel n'a pas du tout un fort handicap. Il fait son travail exactement comme tout le monde. Il n'a pas particulièrement d'aménagement de planning. On essaye néanmoins de lui donner une certaine régularité dans son planning, c'est-à-dire que le lundi, mardi, il va être de repos. Il travaille plutôt le matin. Voilà. À part ça, il fait son travail au même titre que tout le monde. Quand j'arrive le matin à 7h, je polis les couverts, les assiettes et les verres. Ensuite, je fais la mise en place pour le service de midi. Et après, je débarrasse et tout. Et s'ils veulent se resservir, ben, ils se resservent. Pendant plusieurs années, la province Nord a donné des contrats type handicapés pour essayer de donner une chance à Didier de trouver du travail au sein d'une entreprise. Il est important que ces gens-là aient un travail. C'est une importance qui est générale de toute façon, au même titre que n'importe qui, il est important d'avoir un travail pour se sociabiliser. Ben, moi, ça me permet d'avancer un peu dans la vie. Ça me fait payer ma maison, ma voiture. Je suis fière de lui parce que malgré son handicap, il a avancé aussi bien dans le travail. Il a su économiser son argent parce que j'ai dû gérer son argent vu qu'il ne savait pas compter. Il ne m'a jamais demandé de lui donner quoi que ce soit en argent. Il a toujours pensé que c'était pour son avenir, pour sa maison. Et aujourd'hui, Didier, en plus du travail, il a une voiture, il a sa maison et il a une petite copine aussi. Donc, que demander plus pour un handicapé? C'est que du bonheur. Il est très apprécié par ses collègues, il est très apprécié par la clientèle parce que tout le monde le connaît, il est connu Didier. Voilà, donc on arrive à un moment où finalement Didier fait vraiment partie de l'équipe, de l'hôtel. On en oublie complètement son handicap. C'est une personne qu'on apprécie tous beaucoup. C'est quelqu'un qui apporte de la joie. On a des moments où il se met à danser, donc tout le monde rigole, ça apporte de la bonne humeur. Il est très assidu, donc c'est ce que je dis souvent en réunion, très assidu quand on lui demande de faire certaines choses, il le fait correctement, toujours à l'heure, il part toujours à l'heure. Moi je dirais que c'est aussi quelque part un exemple aussi pour les autres, bien sûr. Voilà, alors l'an dernier, une réunion d'information avait été organisée par Cap Emploi pour justement sensibiliser à la question de l'intégration des travailleurs handicapés. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors en province Nord, il existe donc des dispositifs qui sont mis en place par la mission locale d'insertion des jeunes, par Cap Emploi, par la DEFIGE, mais pour que l'insertion professionnelle puisse effectivement se développer, des choses doivent encore se mettre en place. Ensuite, du côté de la province Sud, il existe des contrats aidés, les contrats CTF, qui sont donc mis en place par la DEFE, la direction donc de l'économie, de la formation et de l'emploi. Alors tu disais qu'en province Nord, il faudrait que des choses se mettent en place, quoi par exemple ? Alors on le sait, le territoire du Nord est très vaste, donc la première question qui se pose, c'est comment faire pour permettre la mobilité de ces futurs travailleurs handicapés. Ensuite, il y a aussi la question de l'hébergement, un hébergement qui doit être adapté. Et puis pour finir, il y a aussi l'aménagement des infrastructures aussi, qui doivent être pensées, comme par exemple des aménagements de trottoirs adaptés. Alors on parle de travailleurs handicapés depuis tout à l'heure, on a l'impression qu'il s'agit presque d'un statut. C'est vrai, puisque pour être travailleur handicapé, il faut donc avoir été reconnu par la commission en fait donc de la reconnaissance du handicap et de la dépendance, et pour cela il faut faire les démarches nécessaires. D'accord. Il n'y a pas vraiment d'emploi réservé en fait. Non. On a tendance à croire effectivement que le handicap de la personne va avoir une incidence sur le travail qu'il aura à réaliser, mais pas forcément, puisque
Si une étude du poste a été donc réalisée en amont et si la mission qui est à confier a aussi été réfléchie, tout peut bien se passer. D'ailleurs, les professionnels de Cap Emploi et puis aussi du bureau des publics prioritaires le disent, tous les postes sont accessibles. Oui. Si la personne a les compétences nécessaires et si le contexte de travail n'a pas d'incidence sur son état de santé, tout est possible. Alors, est-ce qu'un travailleur handicapé, c'est forcément une personne qui est née avec ce handicap, quel que soit le handicap, ou bien avec une maladie qui le rend invalide? Alors là aussi, pas seulement. Figure-toi que, effectivement, sont également concernées les personnes titulaires donc d'une pension d'invalidité ou les victimes d'accidents de travail ayant une incapacité au moins égale donc à 10%, ou bien les victimes de maladies professionnelles. Alors pour l'employeur qui nous regarde et qui serait prêt justement à embaucher une personne en situation de handicap, il peut s'adresser à quel service? Alors, à une structure dédiée à l'emploi, mais également à la direction du travail. D'ailleurs, sur le site internet donc dtenc.gouv.nc, il y a donc des informations pour pouvoir se renseigner, mais également on peut très bien y constituer un dossier en ligne et puis faire sa demande. D'accord, très bien. Mais merci beaucoup pour toutes ces infos, Marielle. Avec grand plaisir, Chloé. Bonne journée. Salut Falaï, alors aujourd'hui on va aborder un élément vital pour tous les êtres vivants, notamment l'homme. Je parle bien sûr de l'eau. Salut Chloé et bonjour à tous. Vital certes, mais certains l'oublient malheureusement. Mais comme le dit si bien cette expression, on ne se rend compte de l'importance d'une chose que lorsqu'on la perd. C'est bien résumé en tout cas. Alors vous allez voir dans quelques secondes un reportage sur le thème de l'eau en province Nord. Mais avant, il est bien de visualiser à plus grande échelle. Parfaitement, 2,4 milliards, c'est le nombre d'habitants privés d'eau potable dans le monde selon l'ONU. Pour nous, être approvisionnés en eau potable, ça nous paraît évident. Mais sachez qu'en juillet 2010, c'est donc il y a à peine 6 ans, 122 pays ont adopté, je cite, un droit à un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable d'une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques de chacun. Donc permettre à chacun de boire de l'eau saine est un long combat dans beaucoup de pays. Et on croit que ça concerne que les États pauvres alors que non en fait. Ouais, c'est ça. Un article du Monde rapporte qu'une étude de chercheurs internationaux publiée dans la revue Sciences et Eau du Territoire montre que la France, comme la Grande-Bretagne par exemple, éprouvent elles aussi des difficultés à mettre en œuvre ce droit humain vis-à-vis de leurs pauvres en eau. Dans chacun des deux pays, 1 à 2 millions d'usagers sont incapables de payer leurs factures. Et on peut rappeler également qu'il existe une journée internationale de l'eau. Voilà, en 1993, les Nations Unies ont désigné le 22 mars comme première journée mondiale de l'eau. Donc 23 ans plus tard, cette journée est célébrée chaque année dans le monde entier, mettant en lumière une problématique différente. Voilà, je vous propose sans plus tarder de revenir au pays et notamment en province Nord pour faire un point sur le sujet. Donc l'adduction en eau potable, c'est donc les communes qui sont en charge de cette compétence-là. Et sur VKP, elles se sont regroupées, donc Vauconé et Pointe-Boute se sont regroupées et ont formé le CIVOM VKP. Donc c'est le syndicat intercommunal à vocation multiple, eau et déchets. Donc il s'occupe de l'assainissement aussi, de l'eau et des déchets. Et ils doivent gérer un très très grand réseau d'adduction en eau potable, puisque je crois qu'on compte plus de 400 km de conduite. Et plus d'une trentaine de points de prélèvement sur la ressource en eau. Donc il y a des captages majoritairement qui sont situés en tribu en fait. Et il y a des forages dans les nappes aussi, dans les nappes souterraines. En 2013, on avait 440 litres par jour et par habitant. C'était une consommation moyenne. Donc pour vous donner un peu un principe de comparaison, sur Nouméa, on est à 250 litres par jour et par habitant. Et en métropole, on est à 150. Donc on est de gros consommateurs en eau. Ça s'explique d'une part parce qu'on a
un autre mode de vie tout simplement. On vit quand même beaucoup en extérieur, on a souvent un morceau de terrain avec un potager, avec un bateau aussi à nettoyer de temps en temps, donc on a aussi une consommation qui par définition est plus importante. Mais d'un autre côté, on note aussi quand même beaucoup de gaspillage et encore beaucoup de fuites qui demeurent sur les réseaux privés, et c'est ce qui gonfle énormément la consommation individuelle. Donc ici, l'objectif c'est de mesurer en fait les débits des cours d'eau. En majorité, on mesure les débits des cours d'eau qui sont déjà équipés de captage en eau potable. Et puis comme ici, on mesure aussi des petits criques qui ne sont pas encore équipés de captage. Donc l'objectif de ces mesures, c'est de définir le débit le plus faible de l'année en fait. C'est cette base-là qu'on utilise après pour faire nos fameux bilans de besoins ressources. Et donc ces mesures de débit-là, donc quand on fait sur plusieurs années, on note aussi comment la ressource en eau elle évolue en fonction du temps. Donc là ça fait 5 ans maintenant qu'on suit l'intégralité de toutes nos ressources en eau qui sont captées sur la zone VKP. Donc les résultats des bilans de besoins ressources, ils ont prouvé qu'on n'avait sûrement pas assez d'eau pour alimenter les populations et tous les usages dans les horizons futurs. Donc la solution c'était de renforcer cette ressource en eau qui était insuffisante. On a de l'eau en fait sur la zone VKP puisqu'il pleut quand même beaucoup, mais le problème c'est comment est-ce qu'on tient sur la période sèche. Donc le principe c'est de dire pendant qu'on a de l'eau, on va la stocker et quand on va en avoir besoin, on va la restituer. Donc c'est le principe du projet du barrage de Point-Boud. Aujourd'hui la province Nord relance ce projet-là. Le temps que ce projet-là se mette en place, il faut quand même gérer la ressource en eau puisqu'on note déjà qu'il y a pendant les périodes sèches des coupures d'eau, les agriculteurs peinent aussi à pouvoir finir leur cycle de culture, donc c'est assez compliqué. Donc il faut qu'on anticipe la gestion en période de pénurie. Et pour ça, on a mis en place le plan sécheresse et pénurie d'eau VKP. Donc cette année, c'est la phase test. Ce plan, il s'articule autour de 3 niveaux. Donc il y a un premier niveau qui s'appelle le niveau de vigilance et qui va nous permettre de prévenir la population, de dire attention, on rentre dans une période de sécheresse, il faut commencer à maîtriser vos consommations, vérifier que vous n'avez pas de fuite. Il se peut que bientôt il y ait des restrictions d'usage. Et les restrictions d'usage, donc c'est le deuxième niveau, c'est le niveau d'alerte. Et là, donc, qui s'accompagne effectivement de restrictions d'usage, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de restrictions, notamment que arroser les jardins c'est interdit, laver sa voiture, son bateau c'est interdit. Il y a tout un tas de restrictions comme ça. L'objectif c'est de ne pas arriver au 3e niveau, qui est le niveau de crise, où là on a vraiment un gros problème de ressources en eau. Donc on a une ressource extrêmement limitée qui est particulièrement menacée, notamment au niveau de l'intrusion des eaux marines dans les nappes souterraines. Une fois que l'eau marine est arrivée dans la nappe, elle est polluée pour des décennies. Donc l'objectif c'est de ne pas arriver à ce stade-là. Donc on anticipe en mettant en place ces restrictions-là. Voilà, donc c'est pour ça cette année c'était une grande phase test. Elle n'a pas marché complètement comme on voulait, notamment au niveau de la communication, c'est pas forcément passé aussi bien, mais l'objectif c'est toujours de faire mieux, donc l'année prochaine on mettra encore plus d'énergie à le faire fonctionner encore mieux, et voilà, en espérant que les populations elles jouent le jeu aussi sur nous aider à partager cette ressource en eau et à la gérer au mieux. Voilà, un reportage de Mille Katoua. Alors on va finir avec quelques petits conseils pratiques afin de limiter sa consommation d'eau. Dans n'importe quelle situation, il faut bien sûr veiller à utiliser l'eau à bon escient. Dans le cas de l'hygiène par exemple, quelles sont les précautions à prendre? Alors plein de petites précautions, ne pas laisser couler l'eau pendant le rasage, le lavage des mains ou des dents. Il faut préférer une douche de 5 minutes à un bain, ce qui économise 130 litres d'eau, plus 20 litres si l'on fait pendant le savonnage, c'est pas rien. Il faut attendre que sans laver
lave-linge soit bien rempli avant de le mettre en route. Et si vous avez l'option éco sur votre machine à laver, il faut l'utiliser. Parfait. En cuisine maintenant. Il faut laver ses légumes au-dessus d'une bassine afin de pouvoir récupérer l'eau pour arroser ses plantes ou fleurs par exemple. Et si vous faites la vaisselle à la main, il ne faut pas laisser couler l'eau. Et pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir un jardin? Alors pour ce qui est du jardin, il faut disposer du paillage ou des quarts de noix de coco autour de vos plantes pour retenir l'humidité de la rosée ou de l'arrosage. Il faut préférer l'arrosoir au tuyau d'arrosage. Bon, moi, ça utilise moins d'eau pour obtenir le même résultat. Il faut arroser le soir pour éviter l'évaporation trop rapide due au soleil. Et quel soleil! Oui, j'avoue en plus. Et installer un système de récupération d'eau de pluie pour bénéficier d'une source d'eau gratuite et renouvelable, ce qui est aussi bien économique qu'écologique. Et on va finir avec des conseils qui concernent la voiture maintenant. Voilà, il faut laver sa voiture en station et non dans son jardin. L'eau que nous utilisons est 3 fois supérieure à celle utilisée dans une station service. Et enfin, il faut préférer des produits qui ne nécessitent pas d'eau pour le lavage de sa voiture. En tout cas, si vous remarquez des fuites d'eau sur les réseaux, n'hésitez pas à le signaler bien sûr à la mairie de votre commune. Merci beaucoup Falaï, à la semaine prochaine. Au plaisir Chloé, allez, salut à tous. Bonjour Davina, alors dis-nous tout, de quoi sera-t-il question dans le fin bon du jour? Bonjour Chloé, bonjour à tous. Alors aujourd'hui je te propose qu'on s'intéresse à la cuisine vietnamienne. Déjà il y a une chose qui est un peu difficile à dire aux gens, c'est que la cuisine viet et la cuisine chinoise, c'est deux choses différentes. Moi je dirais que la cuisine viet est un peu plus légère, peut-être un petit peu plus fine que la cuisine chinoise. Autre différence aussi, faut savoir que dans la cuisine viet, il y a quand même plus de 500 plats nationaux répertoriés. Rien que pour cette cuisine, c'est énorme. Et autre particularité aussi qui distingue en fait, qui fait que tu peux distinguer les deux cuisines, c'est que dans la cuisine viet, tu vas retrouver la fameuse sauce au poisson, là, le nuoc mam, alors que dans la cuisine chinoise, non, c'est plutôt la sauce soja qui sera omniprésente. Donc c'est peut-être ce qui peut vous aider à faire la différence entre les deux. Il y a aussi beaucoup de légumes dans les plats vietnamiens. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et c'est quand même l'une des cuisines où tu peux retrouver des légumes croquants. Et je trouve que moi personnellement, je sais pas toi, mais c'est vrai que c'est quand même une autre dimension que de manger des légumes croquants et d'avoir quelque chose en bouche, quoi, voilà. Après, bien sûr, comme dans toutes les déclinaisons de la cuisine asiatique, tu vas aussi retrouver beaucoup de plats à base de riz ou de nouilles de riz, ce qui est quand même normal. Par contre, dans la cuisine vietnamienne, il y aura quand même plus de poissons et de crustacés que de viande. Parce que tout simplement, dans ces régions-là, ils sont plus. Ils sont au bord de mer. Voilà, ils sont au bord de mer, donc c'est normal qu'ils mangent plus de poissons aussi, plus de crevettes également. Il y a énormément de crevettes dans leur plat. Tu vas la retrouver dans presque tous les plats avec des modes de cuisson différents. Tu vas la retrouver grillée, en beignet ou encore, pourquoi pas, dans une soupe. Moi, je te propose aujourd'hui qu'on découvre la crevette dans la petite crêpe vietnamienne. C'est un petit reportage signé donc Mara Lourde. On regarde. Bonjour, aujourd'hui avec mon cuisinier Pham Te Van, nous allons vous présenter la crêpe vietnamienne. Vous allez avoir besoin des ingrédients suivants. Pour la pâte, de la farine de riz, un œuf, de l'huile, du sel, du curry, du sucre, du poivre et de l'eau. Pour la garniture, vous aurez besoin des oignons verts, du sauce huître, un nuoc mam, des germes de soja, des champignons noirs parfumés, un oignon sec, du porc et des crevettes. Premièrement, nous allons mélanger les épices avec l'eau. Après, nous allons ajouter la farine de riz. Mélanger le tout. Il faut remuer jusqu'à ce que la farine soit dissoute. Lorsque la farine est bien incorporée, vous devez la filtrer afin de ne plus avoir de grumeaux.
Maintenant, vous allez la placer pendant 1 heure au réfrigérateur. Pendant que la pâte se repose, nous allons nous occuper de la garniture. Pour commencer, nous allons émincer l'oignon. Ensuite, nous allons nous occuper des champignons noirs. Nous allons maintenant couper le porc. Découper les crevettes en petits morceaux. Après que tous vos ingrédients sont découpés, nous allons passer à la poêle. Pour commencer, nous allons ajouter un peu d'huile. Laissez l'huile chauffer quelques minutes, puis ajouter des oignons. Remuez jusqu'à ce que les oignons soient dorés. Par la suite, ajoutez les morceaux de porc découpés. Ajoutez un peu du nokmam et un peu de sucre, ainsi qu'un peu de poivre. Vous pouvez les accommoder selon vos goûts. Ajoutez des oignons verts. Votre porc est prêt, conservez-le dans une assiette. Maintenant, nous allons faire cuire les crevettes. Ajoutez un peu d'huile. Faites sauter de l'oignon. Ajoutez les morceaux de crevettes. Les crevettes sont enfin cuites, conservez-les dans une assiette. Maintenant, nous allons faire cuire les champignons noirs. Pour ça, nous n'avons pas besoin d'huile. Ajoutez dans l'assiette avec le porc et les crevettes cuites. La garniture est prête. Nous allons maintenant faire cuire la pâte qui est reposée dans le réfrigérateur pendant 1 heure. Préchauffez une poêle anti-adhésif, puis ajoutez par la suite une louche de pâte. La pâte ne doit pas être trop épaisse. Laissez la pâte cuire afin d'avoir une côté bien dorée. Maintenant, nous allons faire cuire de l'autre côté. Ajoutez un peu d'huile afin d'obtenir une pâte croustillante. Laissez-la cuire pendant quelques minutes jusqu'à avoir une pâte croustillante. Maintenant, ajoutez la garniture. Vous allez l'ajouter juste sur la moitié de la crêpe. Ajoutez maintenant les germes de soja.
ainsi que les oignons verts. Laissez-la cuire pendant quelques minutes. Maintenant, retournez la crêpe. Votre crêpe est prête, nous allons passer au dressage. Nous allons tout d'abord mettre la crêpe dans un plateau avec du papier afin que l'huile soit absorbée. Lorsque l'huile est bien absorbée, prenez la crêpe et mettez-la dans votre assiette. Ensuite, vous pouvez ajouter des petits légumes pour accompagner votre crêpe, comme des carottes, du navet, de la salade, des feuilles de menthe. La crêpe vietnamienne se marie très bien avec la sauce Ngoc Mam. Et nous vous souhaitons un bon appétit. Voilà, j'espère que vous aurez tout noté pour pouvoir reproduire la recette chez vous. Ça a l'air excellent. Pour vous donner juste quelques précisions sur cette recette, il faut savoir qu'à la recette originale, tu intègres du lait de coco dans la pâte à crêpes. D'accord. Donc voilà, à noter aussi, autre précision, dans le sujet, le chef utilise des plaques à induction. C'est pas le mieux, il le dit lui-même, c'est pas le mieux. Il faut préférer donc une poêle avec des bords assez fins et sur un feu vif pour pouvoir obtenir le croustillant tant attendu, n'est-ce pas, de la crêpe viette. Et c'est quand même là où réside toute la réussite de ta crêpe, si elle est croustillante ou pas. D'accord, donc une poêle sur feu vif, c'est quand même mieux. Merci beaucoup Davina, on te retrouve quand, la semaine prochaine? On se retrouve la semaine prochaine, Chloé. Au revoir à tous et puis si vous êtes à table, bon appétit. Salut Mara. Salut Chloé. Salut à tous. La science est aussi là pour nous faciliter la vie au quotidien. Les inventeurs ne manquent pas d'idées pour inventer des gadgets auxquels nous n'avions même pas pensé, mais dont on pourrait bien ne plus pouvoir se passer une fois qu'on les a essayés. Et dans ce monde où le futile c'est être agréable, eh bien chaque gadget inventé trouve son utilité. Ah oui, c'est vrai qu'on a tous chez nous dans notre sac des petits objets bien pratiques dont on aurait beaucoup de mal à se séparer. Et oui, et en première position, on retrouve l'indétrônable téléphone portable, le smartphone, qui accompagne bon nombre d'entre nous aujourd'hui. Les développeurs d'applications sont très forts pour nous rendre accros à ces petits appareils qui sont devenus pas loin du meilleur ami de l'homme, des fidèles compagnons, en tout cas toujours là pour nous aider tant qu'il y a de la batterie. Retrouver son chemin, consulter la météo, surveiller son poids ou même contrôler à distance les volets de la maison, c'est fou la diversité d'applications qui existent maintenant. Oui, complètement. Alors personnellement, j'aime beaucoup les applications GPS, vu mon sens de l'orientation absolument inexistant, je dois dire. Et si vous êtes dans le même cas que moi, ou presque, puisqu'on ne peut pas faire pire, je vous assure, l'application de la start-up britannique What3Words devrait vous plaire. Ils sont partis du constat que parfois, même avec une carte ou des coordonnées GPS, il peut être difficile de s'orienter et de trouver ce qu'on cherche parce que tous les lieux n'ont pas forcément d'adresse précise. C'est vrai qu'il n'y a pas toujours un nom ou un numéro de rue, surtout dans certains endroits de la planète. Exactement, c'est le cas de la favela de Rocinha à Rio, où je vous propose, d'aller voir à l'œuvre cette application qui permet de trouver une adresse n'importe où dans le monde. On regarde. Elle abrite plus de 70 000 personnes dans ses ruelles étroites. La favela de Rocinha à Rio est considérée comme la plus grande du Brésil et pourtant elle compte très peu de noms de rues et d'adresses.
Pour les livraisons, c'est un vrai casse-tête, alors la solution réside peut-être dans nos smartphones. La start-up britannique What's Rewards a mis au point une application qui quadrille la planète tous les 3 mètres carrés. Avec les coordonnées GPS, c'est assez facile de confondre 2 numéros. Et le pire, c'est quand vous commandez une pizza et que le livreur va à la mauvaise adresse sans s'en rendre compte. Notre bureau est ici à Londres. Je tape les 3 mots de l'adresse, mais si je rajoute un S, ça va m'emmener dans l'ouest de l'Australie où mon livreur de pizza a peu de chances de venir me livrer. Les pays d'Afrique qui ne disposaient pas d'un ensemble d'adresses ont essayé de changer les choses sur le terrain en cartographiant les zones, mais à certains endroits comme au Ghana, cela n'a pas marché. Certaines maisons sont référencées sous 5 adresses différentes. What's Rewards peut être utile dans ces cas-là, mais pas seulement. Même dans les pays développés, il y a beaucoup d'exemples où les adresses ne marchent pas. Si vous devez retrouver quelqu'un à un festival, dans un parc, à la plage, où que ce soit où il n'y a pas d'adresse, vous pouvez utiliser cette application pour aller n'importe où. Sur la planète, 4 milliards d'habitants vivent à des endroits où les rues n'ont pas de nom ni de numéro, rien qui ne constitue une adresse. Sans cela, il n'existe nulle part sur la carte du monde, pas d'accès aux prêts bancaires, pas d'accès aux services publics. What's Rewards couvre l'ensemble du globe avec la même précision, y compris les océans. Et bien voilà, tout le monde et tous les lieux disposent désormais d'une adresse avec cette application. Ça peut en effet s'avérer très utile ce système. Pour la suite, Mara, un autre gadget dont on ne pourra bientôt plus se passer. Oui, alors on a déjà tous connu cette situation quand on rentre chez nous les bras chargés, la galère de trouver ses clés perdues dans son sac. Et oui, on fait tout tomber par terre, on s'énerve, le stress qui monte pour peu qu'on ait un enfant en bas âge. Mais il existe des systèmes pour qu'on n'ait plus à s'embêter avec ça, non? Alors, nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer ensemble les fameux implants RFID, ces puces plutôt placées sous la peau qui permettent de communiquer avec divers appareils électroniques. Certaines entreprises l'utilisent d'ailleurs déjà pour faciliter l'entrée des employés dans les bureaux, une façon de s'authentifier sans avoir à sortir quoi que ce soit de sa poche. Mais je vous l'accorde, ça reste quelque chose de vraiment effrayant quand même, de se mettre une puce sous la peau, et niveau éthique, on va être cool et dire que c'est moyen. Alors, en version plus light, il existe des systèmes de clés sans contact, comme celui que je vous propose de découvrir à travers ce reportage pour ouvrir les portes de sa maison sans les mains. On regarde. Une start-up berlinoise s'est penchée sur l'ouverture des portes de résidence. Elle a conçu le système KeyWiki, lequel repose sur la même technologie que les clés de voiture. D'ores et déjà, plus de 1400 portes berlinoises s'ouvrent ainsi grâce à un petit transpondeur porté par l'utilisateur et à un réseau RFID de radio-identification. Il suffit de se tenir dans un rayon de 3 à 4 mètres pour que la porte s'ouvre. J'ai eu l'idée de Kiwi en novembre 2007. Je venais tout juste d'avoir mon premier fils et j'étais devant un bâtiment comme celui-ci avec un bébé sur les bras et des sacs dans l'autre. Il pleuvait, il faisait froid, je ne trouvais pas mes clés. C'est là où je me suis dit qu'il devait y avoir un moyen plus facile d'ouvrir les portes. Les habitants ne sont pas les seuls à bénéficier d'une telle technologie. Ainsi, les personnes responsables de la collecte des ordures recyclées peuvent accéder les mains libres au bâtiment. Pour l'instant, on est en période d'essai, un essai qui va se poursuivre pendant plusieurs mois. C'est beaucoup plus sûr qu'avec des clés normales. Il est facile de copier une clé, parfois à partir d'une simple photo. Avec ce système, on ne peut pas faire ça. C'est le cas pour toutes les clés sans contact, mais celle-ci est beaucoup plus sûre que les autres systèmes sans contact. Quant au business model des clés sans clé, il est simple et prometteur. Les résidents peuvent en disposer moyennant un abonnement de 5 € par mois et par foyer. Une bonne idée en effet qui pourrait bien faciliter la vie de nombreuses personnes. Et on parle cheveux pour terminer cette chronique, Mara. Oui, on parle cheveux et on s'intéresse en particulier aux
lissage. Comme on le sait, eh bien, le monde est mal fait et quand on a les cheveux raides, on veut les avoir bouclés et évidemment, les frisés rêvent de cheveux lissés. Alors, ça fait longtemps qu'on a trouvé les moyens de déroger aux règles de Mère Nature à l'aide d'appareils et de produits bien chimiques pour obtenir le résultat souhaité, mais ça se fait malheureusement très souvent au détriment de nos cheveux qui en pâtissent. Oh oui, ça leur fait pas du bien en tout cas, tout ce qu'on leur inflige à ces pauvres cheveux, hein. La chaleur, ça les abîme beaucoup et en plus, les cheveux frisés sont déjà plus fragiles que la moyenne, donc c'est une vraie galère capillaire tout ça. Et oui, et malheureusement, pas encore de solution miracle à ce problème existentiel majeur. Mais peut-être est-on sur la bonne voie grâce à une équipe de chercheurs d'une université de l'Indiana aux États-Unis qui se penche actuellement sur la question. On regarde chauffer les cheveux en 4. Science coupe aujourd'hui les cheveux en 4 pour mieux voir comment ils se comportent lorsqu'ils sont soumis à une température élevée. Et ce dans le but de les faire passer de leur statut frisé vers celui de lissé. Des chercheurs américains de l'université de Purdue dans l'Indiana se sont penchés sur la question dans le but de déterminer le moment où le cheveu s'abîme car soumis à une chaleur excessive. Nous voulons voir le moment où le cheveu devient constamment lisse. C'est aussi le moment où la chaleur abîme le cheveu. Et si nous comprenons le moment auquel cela arrive, alors on pourra intervenir avant et donner quelques suggestions avant d'arriver à ce point. Les chercheurs ont utilisé un microscope à infrarouge, un fer à défriser fixé sur un bras robotisé. Ils ont ainsi pu étudier la réaction des cheveux en fonction de plusieurs facteurs comme leur épaisseur ou aussi sur la façon dont ils frisent. Donc ce que l'on peut voir avec les caméras infrarouges, c'est la température du cheveu qui nous donne ce timing. Ce que nous mesurons en fait, c'est comment la température évolue dans le cheveu alors qu'il est soumis à la chaleur du fer. Des études qui s'avèrent difficiles. En effet, la nature des cheveux peut énormément différer selon les personnes. Les cheveux afro-américains supportent ainsi moins bien l'effet de la chaleur. Eh bien, on n'en sait pas tant que ça alors sur les cheveux pour le moment. Et non, finalement. En attendant, on essaye de ne pas abuser du fer à lisser ou du sèche-cheveux. Et puis, on assume ses cheveux frisés si on ne veut pas devenir chauve à 40 ans, c'est ça ? Alors, il reste beaucoup à faire, c'est clair, vous avez pu le comprendre à travers ce reportage. Donc, en attendant, voilà, être raisonnable, ménager ses cheveux, leur offrir des soins nourrissants, réguliers. Et puis, opter le plus possible pour des formules moins agressives, plus naturelles si vraiment on ne peut pas s'en passer, même si moi, évidemment, avec mes cheveux raides, j'adore les cheveux frisés. Ben oui, mais on ne changera pas la nature de l'homme aujourd'hui. Et non. Merci beaucoup, Mara, pour ces infos pratiques. Et puis, je te dis à vendredi. À demain. À demain. Merci, Chloé. Et je vous dis à demain aussi, puisque c'est la fin de cette émission. On se retrouve même chaîne, même heure, même plateau.